Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, les beaux jours sont là, j'ai chaud, j'en peux plus. C'est pas si chaud que ça va encore. Si quand même, hein. Tu sais, moi je suis en vélo, je me Mais balade. oui, parce que tu il cours fait dehors, chaud. bah oui, voilà, c'est pour ça. Mais je cours pas. Tu sais, je m'abuse pas, dès que je sors, je cours à pleine vitesse, là. Comme le gars, là, qui met sa tête dans des glaçons dans l'eau, là. Mais ouais, il fait chaud, il fait bon, les gens aiment bien la chaleur, voilà, moi ça me déprime déjà, je sais. Mais voilà, et puis on a fait des news, là, des dernières semaines qui ont été assez corsées, là, ça va être un peu moins, je pense. Après, ça se trouve, on va filmer l'épisode, ça va durer 1h20. On sait pas. Mais voilà, quoi. Enfin, après, il faut voir, il y a beaucoup d'événements ce mois-ci. Il y a la Star Wars Célébration, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus, mais il y a des choses qui arrivent, donc Ouais, mais c'est pas tout en même temps, tu vois. Genre, la CinemaCon, c'était des trucs tout en même temps d'un coup, trucs comme ça. Là, en vrai, ça devrait aller, quoi. ça devrait aller. En tout cas, aujourd'hui, on a un épisode normal, on va dire, quoi, hein, sur le coup. Et, on va chez Marvel, Ista. Ouais, on a quelques détails sur le fameux film Avengers, les 2 prochains qui arrivent notamment. Ellie Atwell aurait signé pour jouer dans les 2 prochains films Avengers, donc Doomsday et Secret Wars. Ouais, elle, j'ai l'impression que c'est un Joker à chaque fois. Chaque fois, il est là. Chaque fois, il la sort comme dans un jeu de cartes. Bah, écoute, pourquoi pas. De toute façon, tout le monde revient dans les Avengers, donc pourquoi pas Ellie Atwell. Après, est-ce qu'elle va revenir en Captain Carter, du coup? C'est ça la question. Ou est-ce qu'elle va revenir en tant que, je sais pas, en tant que Peggy Carter, quoi. Ouais, voilà, en tant que Carter. Je pense qu'elle va revenir en agent Carter, en agent Captain Britain, je sais plus comment ça s'appelle, je dis quoi déjà? Captain Carter. Oui, Captain Carter, en fait, c'est juste ça, ouais. Et moi, je pense qu'elle va revenir en tant que ça pour aller se fight. Je vois bien, je la vois bien comme ça, moi, en tout cas. Ouais, je pense aussi, c'est aussi ce que je théoriserais, ouais, clairement. Oscar Isaac, qui était attendu à la Star Wars Célébration, donc je parlais tout à l'heure, qui se passe au Japon, eh bien, il a annulé sa venue pour des raisons de planning, de tournage. Et donc, on commence à se demander si est-ce que ce serait pas pour revenir dans le rôle de Moon Knight dans Avengers Doomsday, qui vient de commencer son tournage là cette semaine en fait. Je sais vraiment pas, parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde dans les 2 derniers Avengers, mais je sais pas les séries. Est-ce qu'il y a des personnages de séries qui sont prêts à revenir? En tout cas, il y a rien qui a été vraiment annoncé pour les persos de séries. Non plus, tu vois, c'est pas... Il y en a 2 qui ont été introduits dans la série, mais oui, ils ont été dans des films aussi derrière. Oui, voilà, c'est qu'ils ont été dans des films. Là, en plus, tu vois, c'est pas comme s'il était en contact avec des persos des films, tu vois. Il y a aucun lien dans les films, dans la série. C'est ça, t'as l'impression qu'il est un peu dans son propre monde. Je pense que les fans, faut un peu se calmer. Je suis pas vraiment sûr que ce soit pour ça, moi, personnellement. Tu vois. Enfin, peut-être, hein, mais tu vois, c'est vraiment qu'une rumeur lointaine, hein, parce que c'est possible que ça a rien à voir, que c'est un autre film, hein, c'est possible aussi. Hein, oui, tu vois, donc je vois vraiment pas le truc de voir Moon Knight, et en plus, genre, il peut pas être à la Star Wars Celebration, donc ça veut dire que c'est un rôle, genre, qui lui prendrait du temps, tu vois, un peu quand même. Les gars, je suis pas sûr que si Moon Knight il est dans le film, il va faire, il a besoin de 3 semaines de tournage non plus, je suis pas sûr que ça va être un des vrais persos du film, tu vois. Bon, après, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai du mal. Oui, parce que tu te trompes parce que c'est possible qu'il soit dedans aussi, c'est pas improbable non plus, tu vois. C'est pas que c'est improbable, mais je me dis, t'as de tous les persos de Marvel, est-ce que c'est Moon Knight qui va être dans Avengers Doomsday avec tous les persos qu'il y a? Et s'il est dans le film, est-ce qu'il va avoir une place assez importante, genre pour encore si c'était un caméo ou un truc qui vient un peu à la fin ou quoi, genre qui nécessite quelques jours de tournage vite fait, ok, mais là le mec s'il peut pas venir sur la Star Wars Celebration, je me dis mais attends, il va avoir quel rôle? Moi j'ai du mal à y croire, après peut-être, hein, mais j'ai du mal à y croire à cette rumeur. J'y crois plus pour Tatiana Maslany, qui a aussi annulé sur le coup une venue dans un Comic-Con pour tourner là. Je pense qu'elle, par contre, je pense qu'elle sera dedans. On avait vu des concept art où elle était dessus, donc après c'est peut-être des faux concept art, hein, voilà, mais oui, possible elle aussi. Mais après, comme c'est des trucs aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pas été annoncés, voilà, il y a aucun perso de série qui a annoncé. Tu vois, je me dis bon,
Pourquoi garder une surprise comme ça sur des persos genre Moon Knight et She-Hulk, tu vois, je sais pas, tu vois. Bah, parce je crois qu'une moitié de casting n'a pas été annoncé. Ils seront sûrement annoncés dans un autre live de chaise, peut-être. Ouais, peut-être dans un mois, il y aura un nouveau live de chaise, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Hein. Et, par contre, il y a une actrice qu'on a vue, parce qu'il y a Pedro Pascal qui a fait son anniversaire sur le tournage de Doomsday, là. Et il y avait Tessa Thompson. Donc peut-être que Valkyrie serait dedans. Bon, après ça, enfin, je veux dire, elle est dans les films, elle était dans les 2 Thor, elle était dans les Avengers. C'est pas étonnant. Ce serait pas étonnant du tout qu'elle passe une tête. Hein. Bon, ça m'a pas surpris en tout cas. Spider-Man, Brand New Day, dont on vous parlait la semaine dernière, Marvel Studios rechercherait un homme entre 30 et 50 ans pour jouer un personnage asiatique. Donc voilà, on sait que apparemment dans le comics, il me semble qu'il y a Mister Négative. Il me semble que dans le comics, il y a Mister Négative. Et donc ça correspondrait à Mister Négative. Du coup, un homme de 30-50 ans, voilà, asiatique. Bon bah je pense qu'il va être dans le film, hein. Ouais, je pense aussi. J'ai vu d'ailleurs que l'acteur qui joue le personnage dans dans les jeux vidéo de Sony, l'acteur il fait un peu du forcing là sur le coup. Il a dit à tous ces gens qui le suivent, allez, demander à Marvel Studios de m'embaucher, etc. Parce que en plus il a la gueule et tout, donc ce serait très bien qu'ils le prennent. Hein. Ce serait pas bête. Hein. Ouais, pas possible. Après, bon, écoute, Mister Négatif, c'est un des méchants qui a pas été utilisé vraiment. Voilà, c'est pas un gros méchant, mais il est un peu dans Speed, grâce aux jeux vidéo quand même, il a eu une petite popularité quand même. Donc écoute, à voir. En plus, il a des pouvoirs vraiment sympas. Et je pense que ça peut donner des idées visuelles vraiment sympathiques. Mais il va falloir que le film soit à la hauteur de ça. Voilà, c'est encore ça le truc. Par contre, si c'est lui le méchant, ce serait peut-être un film plus street level que Multivers, non? Bah après peut-être. Hein, en tout cas, ça tend vers ça parce qu'on n'a pas du tout d'éléments multiversiels pour l'instant qui ont été accrochés au film. Hein, donc peut-être qu'il y aurait pas du tout de multivers, mais bon. C'est Sony, voilà. C'est ça, on sait pas. On sait pas encore, ouais. Quoi. On reste chez Disney, mais on va parler d'animation puisque Vice Versa 3 serait en production et c'est Paul Walter Hauser, donc qui fait une des voix de Vice Versa, qui l'a dit, qu'il aurait entendu que ce serait en production. Le 2, il a cartonné, c'était le plus gros carton de l'année dernière. Ça nous étonne pas, Ista, quand même. On va pas se mentir. Bah non, pas vraiment. En plus, la Pixar, on en sait pas mal de suites, hein, dernièrement, avec Les Indestructibles 3. Ouais, mais ça fait peur, ça, Coco 2, là, qui a été annoncé il y a pas longtemps aussi. Ouais, bah voilà, hein, Vice Versa 3, ce serait pas étonnant qu'il arrive, effectivement. Mais ça commence à faire, effectivement, beaucoup de suites chez Pixar, ouais. Ça fait peur, parce que là, ils ont annoncé que des suites, et là, il y a les 2 films, là, Pixar, qui arrivent, là, les 2 prochains qui sont originaux, et après, il y a que des suites, quoi. Toy Story, Indestructible, t'as dit Coco, Vice Versa, là, potentiellement. Ah, vas-y, au bout d'un moment, ok, vous avez besoin de faire des suites, mais n'oubliez pas d'alterner quand même avec des projets un petit peu originaux, s'il vous plaît, Pixar, parce que j'ai pas envie que ça devienne la foire fest des suites, quoi, de me taper Toy Story 18, enfin c'est bon, quoi, au bout d'un moment. C'est très bien d'avoir d'autres films originaux, quoi. Surtout c'est ça qui a fait qui a popularisé le studio, quoi. Enfin bref. Ouais, bah en fait c'est surtout pour Toy Story parce que c'est bon, enfin ouais, ils vont au 5e. Bon, qu'ils fassent une trilogie sur une licence, bon pourquoi pas, mais ouais, quand non mais tu vois, il y a des suites, ça me dérange pas, tu vois, Vice Versa, ouais. Et allez, Les Indestructibles, j'ai pas vu le 2, mais tu vois le 1 appelait peut-être à une suite, c'était un des seuls Pixar peut-être qui appelait à une suite, la fin du 1, tu vois, des Indestructibles, mais là putain, Toy Story j'en peux plus. Coco, est-ce que ça nécessitait un deuxième, ouais, je sais pas. Coco, bof, ouais. Et puis on s'en est tapé plein dans les années 2010 sur Monstre Academy, personne n'avait demandé, le monde de Dory, est-ce que ça nécessitait d'être fait, tu vois, je suis pas sûr non plus, tu vois. Bah ouais, mais ça fait le milliard, hein, le monde de Dory. Oui, mais ça marche, hein, mais tu vois, est-ce que c'est des films que tu vois, tu te dis, est-ce que t'as envie de voir est-ce que c'est artistiquement c'est intéressant de voir une suite, je suis pas sûr. On verra ce que ça donne, on verra si les succès des films originaux là qui arrivent est-ce qu'ils vont marcher ou pas. Sinon, je pense qu'on va se taper des suites tout le temps. Hein. Bon. C'est vrai qu'autant Les Indestructibles, c'est un truc de super-héros, les suites c'est un peu dans l'ADN des licences de super-héros. Et vice versa, on avait dit aussi hein, pendant notre podcast qu'il y avait l'idée à faire. Pas, tu vois. Mais comme c'est noyé autour de plein d'autres suites, tu vois, si tu m'annonces juste Indestructible 3, Vice Versa 3, je dirais ah bah oui cool, tu vois. Mais après, au milieu de Toy Story et tout ça, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup effectivement. Et on reste chez Disney, mais Star Wars. Et bien, qu'est-ce qui se passe chez Star Wars? Et ben, il y a un film dont on avait parlé qui va être réalisé par Sean Levy avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Et bien, on aurait offert le rôle du méchant du film à Jesse Plemons. Jesse Plemons, un acteur qu'on apprécie pas mal. Non, moi je le déteste. Non, oui, ça va. Oui, en fait, à chaque fois je l'ai vu, il était cool. Voilà, chez Lantimos, on l'a vu dans Civil War aussi l'année. Enfin, il a une scène dans Civil War assez marquante. Voilà, dans The Power of the Dog aussi, il était bien. Non, oui, moi j'aime bien Jesse Plemons. Après en méchant, c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, c'est peut-être son rôle dans Civil War qu'il a. Ils l'ont vu, il était peut-être ça peut être un bon méchant. Après dans Breaking Bad, il était méchant. Hein.
Ah oui, mais il avait pas l'aura qu'il avait après, et puis on le connaissait pas vraiment. Tu vois, il était pas très connu à cette époque-là non plus. Ah, pas du tout. C'était le début. Donc voilà, là, il a vraiment, il a une autre carrière quoi après. Et là, oui, le voir en méchant, c'est vrai que c'est un projet. Enfin, quand tu lis les trucs, c'est improbable quoi. Ce projet Star Wars de Sean Levy avec Ryan Gosling, t'as Jesse Plemons en méchant. Tu sais, quand tu dis le truc, tu te dis mais qu'est-ce que je raconte, tu vois. Mais non. Ouais. J'ai même entendu ça, c'est une rumeur comme quoi Jodie Foster, il aurait peut-être aussi offert un haut, là. Donc, ouais, ça commence à faire que des gros noms, quoi. Ouais, mais c'est des noms, enfin, je sais pas, mais Ryan Gosling, Jesse Plemons, là, tu me dis Jodie Foster, je me dis pas Star Wars, tu vois. Je me dis pas, c'est des gens qui vont aller dans Star Wars, c'est très, très étrange comme projet. Parce qu'on sait pas vraiment de quoi ça parle, hein, pour le coup. Enfin, je crois qu'on a eu, on sait que ça se passe après le 9, je crois, c'est ça? Il me semble que c'était ça. Oui. Oui, il me semble que c'est ça. Mais on n'a pas trop d'infos, voilà, mais c'est vrai que c'est un projet vraiment étrange, quoi. Moi, après, vraiment, le truc qui me fait chier ce projet, comme j'ai dit à chaque fois, c'est Sean Levy, quoi. Maintenant, oui, bah, Jesse Plemons, j'aime bien, Ryan Gosling, j'aime bien, Jodie Foster, j'ai une actrice que j'adore, donc voilà, mais. Je me suis trompé, je crois pas que c'est Jodie Foster. Là, l'actrice de Le Dernier Duel. C'est Jodie quelque chose, je crois aussi, c'est pour ça. Jodie Comer, oui. Jodie Comer. Ouais, bah là, ça fait plus sens, oui. J'ai dit Jodie Foster, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Ouais. Mais oui, ok, bah oui, pourquoi pas. Après, c'est juste Sean Levy, moi, qui me dérange, mais sinon, c'est tout, quoi. Ouais, parce que le casting a l'air fou, sur le coup, mais ouais, c'est étonnant, quoi. Étonnant, mais, on va peut-être avoir des news, là, hein, la Star Wars Célébration, sur le coup. C'est ça, on en reparlera sûrement. Dans le mois, il y a moyen qu'on en reparle. On a eu le premier trailer pour un film d'animation Predator. On en avait parlé qu'il y avait un film. On avait parlé d'une interview du chef de 20th Century Studios qui avait dit qu'il y avait un autre film Predator que le Badlands qui arrive à la fin de l'année. Et que c'était un film d'animation. On savait pas trop ce que c'était. Donc c'est un film d'animation qui s'appelle Predator Killer of Killers, qui sera une anthologie en 3 parties où on voit le Predator se battre contre des Vikings, contre des samouraïs et contre des pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Ça sort le 6 juin sur nous aux États-Unis. Donc chez nous, ça sortira sûrement sur Disney+. Voilà, il y a eu un premier trailer, il y a une DA très arcane, Spider-Verse, tout ça, quoi. Et puis il y a un côté un peu saccadé, un peu comme dans Spider-Verse. Ça, c'est plutôt sexy. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt engageant, quoi. J'ai très envie de voir ça. Ouais, bah écoute, j'ai pas vu le trailer parce que j'évite de voir quand même certains trailers et apparemment le style est plutôt intéressant, quoi. C'est Dan Trachtenberg, hein, celui qui a fait Prey, voilà, qui fait le prochain Predator Badlands, qui a réalisé le film. Il a co-réalisé le film parce qu'il a réalisé avec un mec qui fait beaucoup qui supervise les aspects créatifs visuels de certains films, j'avais vu, sur plein de films, quoi, pour l'aider, j'imagine. Et après, par contre, ça ressemble vraiment à un gros projet de geek, pour le coup, oui. C'est le Predator qui va se battre avec un samouraï, des militaires et des vikings, tu vois. Mais après, ça peut être un délire un peu régressif assez fun, tu vois, pour le coup. Donc pourquoi pas. Après, si le style est bien, si le film, après moi je le verrai, hein, je pense. Mais ça peut être assez fun, hein. Et ça sort dans pas trop longtemps, en plus, ça sort dans 2 mois. Donc ouais, on le regardera. Peut-être même on le chroniquera, ça se trouve. Si on n'a pas grand chose à ce moment-là. Ouais, il y a moyen. Après, il faut voir parce que c'est des mois où on commence à avoir pas mal de films, mais moi, en tout cas, je l'attends pas mal, ce projet. On va chez HBO Warner et on va parler de la bombe lâchée par Dune 3. Apparemment, Robert Pattinson, oui, serait prévu dans un rôle pour Dune 3. Il devrait jouer le méchant Sea-Tail, voilà, s'il accepte le rôle. Et Dune Messiah devrait entrer en tournage en juillet jusqu'à décembre, à peu près, avec plein de nouveaux personnages qui seraient ajoutés. Donc je pense qu'on aura plein d'infos de casting là dans les prochains mois. Mais Robert Pattinson ajouté au casting avec Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy aussi là qui sera dans celui-là, et Jason Momoa qui revient. Putain, il se fait pas chier dans ses films de Denis Villeneuve. Il a quand même des castings hyper engageants, quoi, pour le coup. Robert Pattinson il est quand même clairement en vogue. Et voilà, après je connais pas le rôle de son personnage et tout, je connais pas les persos, mais quand même Robert Pattinson il est dans quand même pas mal de grosses franchises là maintenant, et en fait j'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça donne envie, quoi, quand même. Ouais, ça donne envie quand même, mais déjà le 2 il avait un gros casting, il jouait beaucoup là-dessus, hein, sur la promo avec le casting, tous les jeunes actuels avec Austin Butler et tout, mais ça part toujours là-dessus, hein, sur le coup c'est dans la même veine, qui est un peu l'ADN de la franchise de Villeneuve, où il prend beaucoup des stars montantes actuelles, quoi. Enfin, montantes. Pattinson, on commence à le connaître depuis un moment, mais c'est quand même les grosses stars du moment, j'ai l'impression. Ouais, quand même, ouais. Après, lui, il s'est écarté des grosses franchises et tout ça quand il a commencé à
à finir Twilight, il a commencé à aller avec des réals un peu plus indé, il va faire des films de grands réals mais de beaucoup moins cher et tout, et là il est revenu, je pense que de Batman ça l'a un peu remis dans ces trucs là, et là il alterne entre j'ai l'impression des grosses franchises et des projets plus perso quoi, des projets plus petits quoi. Donc bah écoute, cool pour lui. cool pour Robert Pattinson. Ouais, c'est vrai qu'on le voyait surtout dans les films indés dans les années 2010, ouais, c'est vrai. Là il revient dans des gros blockbusters en fait, ouais, c'est vrai. Même Mickey 17 c'est quand même un blockbuster quoi. Oui, bah après avec un réal assez important quoi, tu vois. Donc je pense qu'il choisit toujours bien ses projets, mais bon là il se permet aussi, après avoir fait une période de juste film indé, je pense, où il voulait être un peu pris au sérieux en tant qu'acteur, etc. T'as aussi ce truc là, je pense. Ouais. Voilà, là il peut faire les deux, je pense, et bah, c'est très bien pour lui. Il se fait de l'argent en plus. Minecraft, on a fait une critique qui est sortie récemment où on n'est pas très tendre avec le film, voilà, pour le coup. Et bah il parle déjà de faire une suite. Bah vu le succès du film au box-office, ça étonne personne quoi. Non, mais c'est pas étonnant, sur le coup, il a fait 300 millions en un week-end, là, le film, donc ouais, bon bah on s'y attendait, hein. Après nous ça nous désole, on est dégoûtés, mais voilà, bon bah écoute, il y aura sûrement un 2 qu'on va devoir peut-être chroniquer si le podcast existe encore à cette époque, voilà. Ouais, peut-être qu'on sera mort après avoir vu tous ces films de merde. Peut-être on supportera plus, on dira non c'est bon là. Mais ouais, bah on va se retaper un Minecraft 2 quoi. Bon, on n'a pas hâte en tout cas ici. À part si c'est Spielberg qui le fait. Ça n'arrivera pas, spoiler. Non, ça n'arrivera pas. On a eu des petites nouvelles pour la série Peacemaker, parce que Max, ils ont sorti un peu une vidéo où ils montrent un peu qu'est-ce qui sort dans l'année là, avec des nouvelles dates, etc. Et donc Peacemaker, la saison 2, on a la date exacte, ça va sortir le 21 août sur Max, donc un mois après Superman quoi, hein, sur le coup. Ouais, un bon mois après Superman, voilà, pour le coup. Je pense de laisser le temps du film d'exister, tu sais, de faire parler, etc. Et puis voilà, ils s'enchaînent sur la série. Ouais, bon après on savait que ça sortait en été, voilà, on a d'autres images. Moi je dois toujours me taper la saison 1, voilà, je le ferai. Mais ouais, bah écoute, je sais pas, j'imagine que t'as hâte. Oui, bah moi j'avais plutôt apprécié la saison 1, donc ouais, j'ai assez hâte. De toute façon tout ce qui est d'ici, j'ai hâte de voir. Tu m'étonnes. Parce que là en plus on va c'est d'ici, hein, sur le coup saison 2, donc à voir ce que ça nous raconte. On va du côté des plateformes. Adolescence saison 2 est en discussion chez Netflix. Ça étonne encore une fois personne parce que la saison 1 cartonne là pour en ce moment, et elle va être une des séries anglaises les plus vues de tous les temps, donc voilà, ça étonne personne. Comme on avait dit dans notre épisode dédié à Adolescence, moi je suis chaud pour qu'il y ait une saison 2, mais que ce soit pas une suite à la saison 1 et que ça traite d'un autre cas, voilà, ça peut sujet, être intéressant quoi. Mais je pense que ce sera un truc comme ça, un peu comme il faut avec, tu sais, Jeffrey Dahmer et tout, là, le truc qui s'appelle Monster, je crois. Oui, c'est chaque fois un autre cas, chaque saison, etc. Je pense que ce sera quelque chose d'assez similaire. Je vois pas faire une suite à ce qui s'est passé dans la saison 1. Ce serait stupide, même, je trouve. Oui, complètement. Ce serait sûrement un autre sujet, mais lié à l'adolescence, quoi, sur le coup. C'est ça. On parlait de la suite de Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par David Fincher, qui est en préparation avec Brad Pitt, et on a plus d'infos. Apparemment le personnage de Cliff Booth, donc joué par Brad Pitt, reviendrait à peu près 8 ans après le premier film de Quentin Tarantino, et il est dit que ça ne devrait pas être considéré vraiment comme un sequel, mais plus à un film centré sur Brad Pitt, ouais, c'est un spin-off, qui est connecté au film de base quoi. Écoute, c'est toujours un projet assez bizarre mais qui me tente beaucoup, et ok, bah écoute, et pourquoi pas, hein. Mais après du coup c'est vraiment une uchronie un peu bizarre pour le coup, puisque bah le personnage de Cliff Booth dans la vraie vie bah il meurt. Spoiler, voilà. Ah ouais. Il y a une scène dans Spot Time Hollywood où il va au camp ah oui, de Monson, ouais. Et bah il en revient pas, ce corps-là, il me semble qu'il meurt à ce moment-là. Donc voilà. Là, dans le film, il revient pas. Dans le film, mais il meurt pas du tout, hein, dans le film. Mais c'est il meurt pas, le film, c'est clairement, on va dans une espèce d'uchronie un peu spéciale, hein, et même Sharon Tate ne meurt pas, hein, à la fin du film. Oui. Et donc du coup, c'est assez spécial de se dire que c'est 8 ans après avec un mec qui est censé être mort. Enfin bref, pourquoi pas. Écoute, je sais pas ce qu'ils vont raconter, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, très très curieux. De toute façon, c'est toujours très étonnant comme projet, hein. On dit c'est la news qui est sortie le 1er avril et qu'on a toujours eu du mal à y croire. Mais ouais, c'est bien vrai, ça arrive. En gros, oui, ça va être un spin-off sur Cliff Booth, quoi. Mais ouais, il faut en compter un truc complètement, sur le coup, complètement inédit, quoi. Un truc qui n'a pas existé, sur le coup. On va chez Amazon Prime Video et on a des nouvelles de la suite de Roadhouse qu'on avait chroniqué. C'était le film avec Jack Gyllenhaal qui était réalisé par Doug Liman, je crois. C'est ça, oui, c'était ça. Ouais. Guy Ritchie est en discussion pour réaliser Roadhouse 2. C'est Will Bell, donc qui a écrit Aquaman, et Zack Snyder juste ici qui écrirait le script, et Jack Gyllenhaal ferait son retour.
Ouais, bon, Guy Ritchie va avec tous les trucs d'action un peu comme ça, voilà. Il va le faire, lui. C'est vraiment devenu un réalisateur de commande complètement, lui, pour le coup. Et le scénariste d'Aquaman, d'accord. Pour réaliser ça, bon après en même temps ça nécessite, je crois Rodas c'est pas non plus, ça nécessite pas un scénario je pense très travaillé non plus. Oui. Après ce truc là, enfin encore Guy Ritchie, ça fait un longtemps qu'il s'est mis, qui s'est enfoncé dans des licences un peu nulles, enfin il a fait Aladdin et les trucs comme ça là, mais Jake Gyllenhaal ça me fait, j'ai pas envie qu'il retourne dans des trucs comme ça. Après si ça lui fait un chèque et tout, voilà, mais c'est vrai que moi ça me fait, enfin là depuis quelques années Jake Gyllenhaal ça me fait un peu pleurer sa carrière, quoi, ce qu'elle est devenue, malheureusement. C'est vrai qu'il fait beaucoup de projets un peu comme ça. C'est j'ai Gyllenhaal. Ouais. Bah, écoute, voilà. Après, le premier avait beaucoup fonctionné, hein, je crois, son premier vidéo. Donc bon, qu'il y ait une suite. Ouais. Il me semble, hein. Oui, non, mais c'est possible. Je sais pas. Après leurs chiffres et leurs trucs sur Amazon, oui. Si ça marche bien, quoi. Mais bon, franchement, le chèque est peut-être bon aussi, c'est pour ça qu'il revient, mais le truc c'est qu'il fait un peu que ça, quoi. T'as l'impression maintenant des films pas très fous, quoi, Jake Gyllenhaal. C'est un peu dommage. Après, on va voir, il est dans The Bride. Ouais, bon, on verra, quoi. Il s'est passé quelque chose avec Alfonso Cuarón, voilà, réalisateur de Gravity, Harry Potter 3 et Gravity, etc. Durant une masterclass à Paris, il a teasé qu'il était en discussion avec Amazon MGM pour réaliser le prochain James Bond, donc James Bond 26. Donc c'était déjà, je crois que c'était Joe Reporter qui avait dit que peut-être il était en train de discuter, effectivement. Eh bien, ce serait vrai. Il serait bien en discussion. Ouais, on en avait parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, qu'il était en discussion. Bah là, c'est confirmé et je crois qu'il a l'air, puisqu'il en parle assez librement, je crois qu'il est assez assez ouvert à l'idée, hein, pour le coup. Ouais. Écoute, pourquoi pas Alfonso Cuarón dessus. Après lui, ça fait un moment qu'il a pas fait de film, Cuarón. Ça fait 6 ans, un truc comme ça. Je crois que Roma c'était 2018, 2019, un truc comme ça. Ça fait vraiment un moment. Donc après bon voilà, je sais pas ce qu'il a fait dans ça. Ah oui, il a fait une série, c'est vrai, il a fait une série avec Cate Blanchett. Ah oui, l'année dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que bon, après le revoir au cinéma, je suis chaud dans une grosse franchise, voilà. Bon, moi, James Bond, je m'en fous. Mais bon, Alfonso Cuarón, je m'en fous pas, donc ouais, ça m'intéresse, hein. Moi aussi, le fait que Cuarón soit sur du James Bond, ça va coup. Ça peut être pas mal. En plus, moi, je trouve que c'est un des meilleurs Harry Potter, c'est lui qui l'a fait. Le voir faire un James Bond, ça peut être très, très, très intéressant, je pense. Et on va parler de jeux vidéo. On a parlé de Minecraft tout à l'heure. Et bien là, on va parler de Astro Bot chez Sony. Et bien, Sony serait en train de regarder pour faire un film ou un projet télé de la licence Astro Bot, voilà, le petit robot qui a un jeu de plateforme un peu comme Mario. Bah voilà, comme Mario a cartonné, peut-être ils se disent on va faire notre film qui peut cartonner avec le petit bonhomme robot, quoi. Ouais, bah l'année dernière, ce jeu a remporté le jeu de l'année, je crois, c'est ça, hein, il me semble, pour le coup. Award, ouais. Et ouais, apparemment, bah voilà, c'est devenu une franchise maintenant, une franchise de PlayStation. Maintenant, faire un film sur ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah là par contre je pense ce sera forcément un projet d'animation, parce que là ça me paraît compliqué, ouais. Quand même, faire un truc live action, parce que il y a pas d'humains, de toute façon c'est pas des humains. Après un projet, une série ou un film et tout, pourquoi pas. Après je crois que c'est un truc un peu muet, quoi. Astrobot, genre c'est juste un robot qui, c'est pas muet, c'est oui, il fait des bruits, quoi, mais oui. Non mais muet, enfin il y a pas de dialogue, voilà, c'est ça que je veux dire plutôt. Oui. Voilà, il tape des trucs, c'est un truc un projet un peu spécial, quoi. Mais ouais, bah pourquoi pas, écoute, hein, si après il y a une bonne proposition, ils ont des bonnes personnes derrière, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est un peu bizarre comme projet pour le coup. Mais... Ouais, mais c'est pas étonnant parce qu'ils ont leur boîte PlayStation Production qui est fait que pour faire des adaptations de jeux vidéo, donc qui s'intéresse à Astrobot, c'est pas vraiment étonnant après le carton du jeu les dernières niveau critique et tout. Ouais. Ça m'étonne pas vraiment. Après le jeu c'est vraiment une ode à l'univers PlayStation, donc s'ils font un film ce sera un peu ça, quoi. Ce sera un truc très voilà, avec très centré sur l'univers Sony, quoi. Direction le Festival de Cannes, puisque on a la sélection des films qui a été annoncée par Thierry Frémaux dans sa fameuse conférence de 1 heure où il balance plein de noms. Et la team qui a sélectionné les films a dit qu'elle a regardé 2909 films, Ista. Tu te rends compte, 2909 films, c'est beaucoup, hein, putain. Il fallait qu'il flex un peu quand même, tu vois, en disant vous inquiétez pas, on a vu plein de films, les gars. Voilà, donc 1900 films en un jour. Non, c'est pas en un jour. Non, c'est pas en un jour, mais quand même, c'est quand même pas mal. Donc cette année, la présidente du jury, c'est Juliette Binoche. Donc voilà, c'est celle qui va leader le jury. Et on a un César d'honneur qui a été annoncé avant de parler de la sélection des films. C'est Robert De Niro. Je sais pas si tu connais, Ista, cet acteur.
pas du tout qui est cet acteur jeune. Bah oui, si, tout le monde le connaît. Bah c'est un petit jeune, il a démarré il y a un moment quand même. Non, oui, bah il est Robert De Niro quoi. Ça m'étonne qu'il l'ait même pas déjà eu en fait. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit ah putain, oui c'est vrai. Et bah oui, bah amplement mérité. Je veux dire son travail chez Scorsese notamment. Voilà, c'est les films qu'il a fait. Voilà, c'est légendaire. Et lui l'acteur est légendaire. Enfin voilà, faut le dire, il a fait parmi les plus grands films. Et oui, moi Raging Bull par exemple, c'est un film où je le trouve absolument incroyable. Enfin voilà, je réinvente pas la roue en disant des trucs comme ça. Taxi Driver, oui, bah, tous les films cultes. C'est ça. Le Parrain 2 aussi. Enfin bref, il a toujours été génial. Il mérite amplement César d'honneur. Il va sûrement faire une tribune un petit peu politique, voilà, comme il aime bien les faire. Et Thierry Frémaux, du coup, il a annoncé les films. Le film d'ouverture, voilà, comme chaque année il y en a un, est un film français, Cocorico, c'est Partir un jour de Amélie Bonin, qui n'a jamais réalisé un long métrage avant. Donc c'est je crois qu'elle a fait un documentaire, il me semble, mais en tout cas, elle a jamais fait un long métrage de fiction avant. Donc, premier film, et c'est le film d'ouverture, un film français. Donc voilà, donc faut voir ce que ça donne, mais il y a pas mal de femmes dans la sélection cette année aussi, en tant que réalisatrice. En compétition, voilà, il y a eu pas mal de noms annoncés. Il y a des noms que je connais beaucoup moins, voilà, je vais pas mentir, mais on retrouve un habitué, évidemment, le film de Wes Anderson. Wes Anderson, il est là très très souvent, donc de Faux Initian Chim, qui sort quasiment en même temps, d'ailleurs, en festival et en même temps au cinéma, parce qu'il sort le même mois, donc on n'aura pas besoin d'attendre. On a les frères Dardenne, voilà, qui reviennent avec un film qui s'appelle Jeune Mère. Donc les frères Dardenne, c'est des gros habitués du festival. C'est des Belges, je crois. Hein. C'est des Belges, c'est ça, exactement. Et et Julia Ducournau, qui a eu la Palme d'Or il y a 3-4 ans maintenant, avec Titane, et revient avec un film qui s'appelle Alpha. Voilà, elle fait que des films avec un titre avec un seul mot, genre Grave, Alpha, Titane, voilà, c'est des noms comme ça. C'est vrai. Donc voilà. En tout cas, va falloir surveiller, vu qu'elle a déjà eu la Palme. Il y a moyen qu'elle la rechoppe, hein, sur le coup, à voir ce qu'elle a fait. Peut-être, je sais pas, je serais pas te dire. On a Afsia Hersi, qui vient avec un film en compétition. Alors Afsia Hersi, c'est qui ? C'est une actrice qui est pas mal connue des festivals et des films pas mal d'auteurs français, et elle a gagné le César de la meilleure actrice cette année, et elle revient avec un film qui s'appelle La Petite Dernière, donc voilà, qui est en compétition. Richard Linklater qui revient à Cannes avec Nouvelle Vague, un film évidemment sur la nouvelle vague française. Donc Thierry Frémaux s'est dit bon, on va quand même le prendre quand même, ce film là, ça parle de la France, et oui, ça parle de Godard. on va le mettre dessus quoi. Des surprises, Dominique Moll qui est en compétition cette année, donc qui nous avait livré la nuit du 12, qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, qui était super. Il revient avec le dossier 137, donc encore un thriller. Oui, mais que des chiffres dans ses films. C'est ça. Mais là, il revient avec un genre thriller policier. Il y a pas mal de genres différents dans cette sélection aussi à Cannes. Kelly Richard, habituée aussi des festivals, une cinéaste américaine qui revient avec The Mastermind. Donc voilà, ça va être assez vu. Peut-être qu'un jour elle décrochera sa fameuse palme, elle. Et Joachim Trier qui avait fait le film Julie en 12 chapitres, qui avait fait beaucoup parler quand il était sorti il y a quelques années. Il revient avec Valeur sentimentale, donc à Cannes, donc peut-être un concurrent. Quelques surprises, notamment moi, que j'ai très surpris, Eddington de Ari Aster. Donc voilà, le film d'horreur d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal en compétition. Donc c'est assez, voilà, on s'y attendait pas, mais voilà. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont pointé du doigt que cette sélection était un peu plus hétéroclite que les années précédentes. Donc on retrouve un peu différents genres, tu vois, on a le film policier, les films d'horreur, le film évidemment d'auteur. Voilà, il y a pas mal de genres qui traversent un peu cette compétition. Il y a pas mal de femmes aussi. En hors compétition, on retrouve Cédric Lapiche, donc voilà, celui qui a fait l'auberge espagnole, voilà, qui est très connu en France, voilà, qui revient en hors compétition, un film un peu populaire, j'imagine. On retrouve La femme la plus riche du monde de Terry Khalifa, je ne connais pas malheureusement. Vie privée de Rebecca Zlotowski qui est connue parce qu'elle a fait les enfants des autres aussi, son dernier film qui avait fait beaucoup parler. Et alors voilà, comme d'habitude en hors compétition, on a un film un peu popcorn, un film un peu gros budget pour tout péter. Et cette année c'est Mission Impossible de Final Reckoning. Il me semble que le dernier Mission Impossible aussi était à Cannes, hein, il me semble, le Dead Reckoning, et Top Gun Maverick aussi avant. Donc en fait à chaque fois il revient, Tom Cruise, parce que c'est Tom Cruise, voilà, on va lui mettre les avions au-dessus de la tête, il va être content. Voilà, qui revient un peu avec son Mission Impossible. Voilà, après on a d'autres
d'autres annonces, sur ce festival. On a en Cannes première Kirill Serebrennikov qui revient, donc lui chaque année on a l'impression qu'il fait un film, il revient encore avec d'autres films, le réalisateur russe, il me semble qu'il est russe. Dans la sélection Un certain regard, je vais pas avoir l'outrecuidance de vous dire, parce que c'est des films souvent beaucoup plus petits avec des cinéastes que je connais pas, voilà, et j'en connais pas beaucoup. Je connais Stéphane de Moustier qui a fait un très bon film l'année dernière qui s'appelait Borgia, dans lequel RC a gagné pour le César de la meilleure actrice. Mais on a aussi deux acteurs devenus réalisateurs, parce qu'ils font leur premier long métrage, c'est Harris Dickinson et Scarlett Johansson qui viennent, qui ont réalisé leur premier film et qui va être dans la sélection Un certain regard. Et j'avoue que moi ça me passionne un peu certains acteurs qui deviennent réalisateurs. Bon, des fois c'est pour des ego trips ou des trucs comme ça, coucou Bradley Cooper, mais des fois ça peut donner quelque chose de bien. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne à ce niveau-là, quoi. Ouais, surtout que celui avec Scarlett Johansson, elle est pas du tout, je crois pas qu'elle joue dedans, enfin je sais pas exactement, mais le personnage principal est une personne âgée, une femme âgée. Elle joue pas dedans, mais c'est June Squibb qui joue dedans. C'est une actrice assez âgée, ouais, c'est ça. Ouais, et donc tu vois, elle veut raconter quelque chose, quoi, j'ai l'impression, en tout cas. Après, Harris Dickinson, lui, je sais qu'il joue dans son film, mais je sais pas ce que ça va raconter spécialement. Film qui s'appelle Urchin, et voilà, et pour Scarlett Johansson, ça s'appelle Eleanor the Great. En séance spéciale, on retrouve 2-3 films, et dont un film d'animation. Et oui, les gars, on célèbre un film d'animation en séance spéciale, Marcel et Monsieur Pagnol. Voilà, il sera au Festival de Cannes, peut-être même à Annecy aussi, là le mois d'après. Mais c'est vrai que les films d'animation à Cannes, c'est très compliqué, on va pas se mentir, voilà, c'est pas souvent qu'il y en a. Bon, là c'est en séance spéciale évidemment, donc ça va être un séance à la plage. Ils vont foutre un truc comme ça, parce que bon, voilà, ils mettent rarement en compétition, c'est un peu dommage, mais voilà, faut le noter, il y a un film d'animation qui y sera. Exactement. Aussi, ce qui a été rajouté, c'est le film de Spike Lee, sur le coup, qui s'appelle Highest to Lowest, avec Denzel Washington. Je crois qu'il fait souvent des films avec Denzel Washington, Spike Lee. Oui, bon, il a fait pas mal. Il a fait Malcolm X, il a fait Good Game aussi, avec Denzel. Et en fait, il a pas été annoncé par Thierry Frémaux durant la conférence, et c'est Spike Lee qui l'a annoncé sur son Insta, après, genre quelques heures après. Donc voilà, il sera aussi en hors compétition, il me semble, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Une chose à noter, il y a, pour la première fois, une adaptation de jeu vidéo à Cannes. Exit 8 de Genki Kawamura. C'est un jeu vidéo qui se passe dans une station. Il faut que tu vois des anomalies. Enfin, c'est un truc où tu dois voir des trucs bizarres et tu dois revenir en arrière jusqu'à arriver à la sortie 8 du métro. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est en séance de minuit, en fait. Je me disais bien, parce qu'en général, les films séance de minuit, c'est les films soit d'horreur un peu gore, les trucs un peu fun, et là oui, on y est dedans, quoi. Bon, certains ont aussi râlé parce qu'il n'y a pas tous les réals voilà, qui sont là. Park Chan-wook, voilà, le réalisateur de Oldboy, voilà, on se dit peut-être il y sera, non, il y sera pas. On a aussi Jim Jarmusch, qui est un habitué de la compétition, qui n'est pas revenu cette année pour le coup, et qu'on avait annoncé, donc on doit faire un mea culpa. Voilà. On l'avait annoncé. Nous avons eu tort. C'était pas nous, hein, c'était des médias très très importants qu'on relevait ce truc, et en final ça n'y est pas. Lynn Ramsey n'y est pas non plus. Terrence Malick, ça fait 3 ans à chaque Cannes, on te dit que le prochain Terrence Malick il sera, il y est toujours pas. Donc en fait ça se trouve il sortira jamais ce film, il l'a tourné en 2019, dites-vous. J'ai vu aussi quelqu'un aller qui était déçu qu'il n'y avait pas Greg Araki aussi. C'est vrai qu'il y a moins d'habitués qui sont revenus. Ça pour le coup, il y a un peu plus de diversité que l'année dernière ou quelques genres d'années, mais peut-être que la compétition elle sera vraiment bien installée, je sais pas. Voilà, de toute façon on verra les retours et on verra quand ça sortira, mais voilà, c'est le festival de Cannes qui arrive, Vista. Ouais, ça fait plaisir, c'est intéressant, on va suivre tout ça quand ça va se passer, quoi. On va chez Lionsgate, puisque on sait que le prochain Hunger Games, Sunrise of the Reaping, donc il se situe entre le préquel qui est sorti il y a pas longtemps et la saga principale, arrive, et on a déjà des rumeurs de casting. Alors on aurait Ralph Fiennes pour jouer Coriolanus Snow, donc voilà, celui qui était l'héros du préquel et qui est le superviseur un peu des jeux. Charlie Plummer qui devrait jouer Haymitch, donc celui sur lequel les jeux vont se concentrer, puisque c'est le personnage de Woody Harrelson dans la saga principale. Kieran Culkin devrait jouer César Flickerman, donc c'est un peu le présentateur un peu fou qui était joué par Stanley Tucci.
voilà, et Jesse Plemons qui s'est vu offert le rôle de Plutarch Evansby, voilà, dans Hunger Games. Et donc voilà, là il y a quand même un gros casting, voilà, pour Hunger Games à chaque fois, ça marche plutôt, c'est une saga qui fonctionne, donc ils ont plutôt des bonnes gueules. Mais j'ai vu des gens un peu gueuler sur Ralph Fiennes parce que pas trop, ouais. En fait c'est pas ça, c'est qu'ils parlent de Ralph Fiennes alors que dans Hunger Games, dans le film de base, c'est Donald Sutherland qui joue l'acteur de Cornelius Snow. Ils se sont dit il a peut-être un fils qui lui ressemble pas mal, Donald Sutherland. Et oui, effectivement, son fils, Kiefer Sutherland, il lui ressemble quand même un peu. Donc les gens se disent, pourquoi il le file pas à lui, quoi, au lieu de Ralph Fiennes pour le coup. Et oui, bon, ok, pourquoi pas. Après, peut-être qu'il veut pas Kiefer Sutherland ou quoi. Donc, bon. Mais après, je pense que Ralph Fiennes, il pourrait faire un bon boulot aussi dans ce truc-là, quoi. Ouais, clairement. Après, c'est un casting plutôt sexy, hein. Sur le coup, il y a des beaux noms, il y a des beaux mondes, voilà. Ce serait Charlie Plummer, le perso principal, quoi. Sur le coup, c'est ça, c'est le personnage de Mitch. Je crois, parce que c'est les jeux qui vont le révéler. Donc, techniquement, ça devrait peut-être être lui. Après, je sais pas quelle structure aura le film, tu vois. Est-ce que Cornelius Snow sera assez présent, comme dans le préquel et tout? Bon, je sais pas du tout. Mais voilà, ça arrive. On va parler un petit peu Blumhouse pour parler d'une saga, qui a son 3e film qui arrive. C'est Happy Death 3. Happy Death Day, 3. Happy Birthday chez nous. C'est Happy Birthday en français, je crois. Voilà, on traduit un titre anglais en anglais. Mais c'est plutôt cool en français, Happy Birthday, je trouve. C'est assez stylé quand même, le titre. Ouais, moi j'aime bien aussi. Et puis le deuxième, c'était Happy Birthday for You. Donc c'était pas mal aussi, je trouve. Oui, je trouve qu'ils avaient des bonnes idées quand même ils ont des meilleures idées que les Anglais pour faire Mais voilà, donc c'était le film d'horreur avec une boucle temporelle, et dans le 2 ça partait clairement en couille dans un délire méta, mais qui était plutôt intéressant. Bon, les films c'est pas fou, mais qui était plutôt intéressant. Donc en fait, moi j'ai plutôt envie de voir le 3 pour le coup. Je sais pas si tu les avais vus. Si, j'ai vu les deux. Moi j'avais bien aimé. Après le deuxième, il me semble, il partait vraiment à fond dans la comédie, il y a pratiquement plus d'horreur. Si oui, c'était vraiment, c'est vraiment une comédie horrifique. Mais le A, il était un peu plus, mais c'était pas mal. Je trouve qu'il y avait de l'idée et tout. C'était un peu en original. fait, ils ont mixé des slashers et tout ça avec un jour sans fin, quoi. En fait, moi j'aime bien les trucs avec les boucles temporelles. En fait, moi ça me parle beaucoup, les boucles temporelles. Je trouve ça toujours drôle et assez ludique. Mais dans le 2, c'était pas ça. Mais dans le 1, oui, c'était. Dans le 2, c'était un peu ça, mais ça détournait un peu la formule. Enfin, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller dans le 3 pour le coup. Je sais pas du tout. Il me semble que le 2 allait très loin dans le délire. Hein. Oui. On va chez un 24 vite fait, Ista. On va chez un 24 sur Death Stranding, le film Death Stranding. On a des infos. On a notamment le réalisateur, c'est Michael Sarnowski, qui a réalisé A Quiet Place Day One, qui va réaliser le film pour A24. Et la boîte de prod de Ari Aster et Lars Knudsen, qui s'appelle Square Peg, va produire le film. Ouais, écoute, voilà, on a le film Death Stranding, on sait que ça fait un moment qu'il doit venir, ça fait un moment que Kojima, de toute façon, il veut adapter un de ses trucs au cinéma, voilà. Death Stranding, du coup, va être adapté par Michael Sarnowski, qui vient du cinéma indépendant. Je crois que c'est lui qui avait fait Joe avec Nicolas Cage, il me semble. Voilà, et qui avait fait Pig avec, je crois qu'il a fait. Non, t'as raison, il a fait Pig. Voilà, il a pas fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Joe, mais ils n'ont rien à voir. Mais écoute, pourquoi pas, je pense pas que c'est un mauvais réal, voilà. Après, Sans un bruit jour 1, c'était pas la folie non plus. Et après, Ari Aster finance un film à 24 d'horreur. Bon, voilà, il a l'habitude. Il fait ça souvent. Mais voilà, je pense qu'à Kojima, il a appelé tous ses potes pour faire le film. Et bon, écoute, pourquoi pas. Après, faut voir comment c'est adapté, parce que moi, j'ai pas fait le jeu. Mais comme c'est un jeu hyper narratif et tout, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Et ouais, est-ce que ça va bien marcher au cinéma? Parce que je crois qu'il y a plein d'idées un peu loufoques qui vont c'est spécial quand même. Et je crois que ça va nécessiter pas mal de fric aussi, non? Ah oui, quand même, hein, je pense que ça va être un blockbuster, hein, sur le coup. Je pense que ça va bien, je pense que ça va être un film à 100 millions, il y a moyen, hein. C'est une licence de jeux vidéo dont les gens connaissent et tout, donc je pense quand même qu'ils vont mettre un peu le paquet dessus. Mais j'ai quand même l'impression que Kojima, avec sa boîte de prod, ils veulent faire quand même les choses bien, donc ils vont chercher quand même, comme il est fan du cinéma et tout, il va chercher des gens quand même pas trop dégueux. Voilà. Ouais, écoute, on verra ce que ça donne. Je pense que je jouerai au jeu avant de regarder le film. De toute façon, le jeu est sur ma liste de jeux à jouer. Voilà, pour le coup. Joue à la Director's Cut, il y a plein de trucs pour cheater que t'as pas dans le jeu de base. Et... oui, je crois que la version, pour qui est plus agréable à jouer, il me semble. C'est ça. C'était une sacrée expérience, la version de base. Et on va parler de la Chine et des États-Unis, style, de Donald Trump, voilà. On a changé de podcast. On n'est plus du tout un podcast politique. Non, mais plus, voilà, il y a un contexte un peu international qui fait que,
ça touche aussi le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a l'augmentation des tarifs douaniers de Donald Trump qui, je sais pas, il est en plein pétage de câble, il augmente les tarifs douaniers de tous les pays et principalement la Chine, et la Chine, elle a répondu en faisant un peu la même chose, et bon voilà, il se renvoie pas mal la balle, et ça peut toucher aussi le secteur du cinéma, puisque la Chine considère de bannir tous les films états-uniens qui seraient importés en Chine, pour contrer les mesures tarifaires des États-Unis. Donc, faut savoir que les États-Unis, ils ont quand même tenté, là, depuis une dizaine d'années, de s'implanter en Chine pour faire pas mal de thunes, puisque, le marché chinois est très vaste, ils sont plus d'1 milliard, d'habitants, et surtout que, ça fonctionne pas mal, quoi. Surtout cette année, on a vu que, le film qui a tellement rapporté le plus au box-office et qui a fait le plus d'entrées, c'est un film chinois, c'est Neza 2, un film d'animation qui a fait 2 milliards d'entrées. Voilà, c'est un truc 2 milliards au box-office, plutôt pas d'entrées, ce serait 2 milliards d'entrées, ce serait une dinguerie. Ce serait un truc de fou. Mais 2 milliards au box-office. Donc voilà, le cinéma américain, il s'est pas mal implanté là-bas. On sait qu'il y a des films qui ont fait des succès. Je crois que Godzilla X Kong, le dernier, la New Empire, il a pas mal marché en Chine. Dès qu'il y a des mechas, des kaijus, ça fonctionne. Ouais. Voilà, Aquaman, ça avait beaucoup marché là-bas. Et donc voilà, ça pourrait toucher le secteur d'Hollywood aux États-Unis, quoi, tout ce contexte politique-là. Donc on va voir comment ça évolue, mais mais pour le coup, après la Chine, elle a pas vraiment besoin du marché américain. Pour le coup, c'est plus le marché américain qui essaie de draguer le marché chinois. Mais en soi, la Chine, dans son seul marché, ils ont fait 2 milliards, quoi. Tout seul, quoi. Donc c'est assez fou, quoi. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'avec les ados, en fait, ils en ont plus rien à foutre des films américains. Donc, puis c'est pas le premier qui cartonne en Chine, seulement en Chine, sans passer par les États-Unis, tout ça. Donc, de plus en plus, on a l'impression qu'ils ont plus besoin des États-Unis. Par contre, les États-Unis ont quand même, je pense, pas mal besoin de la Chine pour leur blockbuster. Ils ont beaucoup besoin du marché international, les États-Unis, contrairement à la Chine qui, eux, de toute façon, ne s'exportent pas, ne veulent pas s'exporter vraiment, voilà. Non. Donc, mais ça a sauvé des films, des fois, sur les budgets, sur certains films aux États-Unis, genre Venom et Aquaman, je crois que c'est des fois, c'est 2/3 du box-office, c'est chinois, quoi. Oui, mais c'est pas mal, ouais. C'est vrai que ça peut avoir un impact sur ces projets, sur certains projets, quoi. Et on va finir avec les news what the fuck, Ista. Ouais, news what the fuck, c'est que, en fait, il y a un film qui va être réalisé par Mark Waters, donc qui a réalisé Mean Girls. C'est un film avec Alexandra Daddario et Finn Wittrock, et c'est un film sur quoi? C'est un film sur Hershey. Et Hershey, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une marque de chocolat. Voilà. Donc, il y a un film sur une marque de chocolat qui va sortir. De toute façon, Hollywood, voilà, c'est qui fera le film sur le concept le plus débile, quoi. Et là, on a un film sur des chocolats, voilà. Bon, écoute, après Dark Waters, Mark Waters, il a fait des films intéressants, quand même, début des années 2000 qui ont marqué les gens, hein. Lolita malgré moi, ça a quand même beaucoup marqué, hein. Et Freaky Friday aussi, là, qui a sa suite, là, qui arrive. Mais bon, là, ça fait un moment, je crois qu'il fait des films un peu de commande et tout. Avec Alexandra Daddario, je sais pas si elle a fait un bon film dans sa vie. Je t'avoue. Ouais, elle a pas fait des séries dernièrement, Daddario, j'ai l'impression. Oui, c'est possible. Après, moi, je me souviens de ces films qui étaient pas, voilà, elle était dans les Percy Jackson, les trucs comme ça, quoi. Et dans Baywatch, bon, c'est pas, voilà, c'est pas une actrice incroyable non plus. Voilà, faut pas se mentir. Bon, écoute, ça va être un projet un peu what the fuck. Je sais pas si je le verrai, je sais pas si ça va être si intéressant que ça, mais voilà, c'est bien what the fuck en tout cas. Ouais, moi ça fait penser à The Studio avec la fameuse film Kool-Aid sur la boisson. Voilà, pour ceux qui ont la ref de la série de Studio qui est en diffusion en ce moment. On va finir avec la chronique box-office, Sista. Le film Minecraft, il overperforme, voilà, au box-office, puisqu'il a rapporté 157 millions juste aux États-Unis, et c'est le plus gros pour un film, pour un jeu vidéo, pour une adaptation de jeu vidéo, et c'est le plus gros de cette année. Donc voilà, c'est le premier blockbuster qui va être un succès. Voilà, là c'est quasiment sûr. Pour un budget de 150 millions, et dans le monde, il a rapporté 301 millions pour son premier week-end. En tout, donc c'est assez exceptionnel, quoi. Et bon, je sais pas du tout s'il va baisser. Bon, je pense qu'il va baisser pas mal parce que faut voir le drop en deuxième semaine. Ouais, c'est ça que j'allais dire, parce que Vice Versa 2, c'est un film qui s'est bien maintenu, et là il a un box-office domestique qui est supérieur à Vice Versa 2, mais bon, va falloir voir s'il se maintient aussi bien. Je pense pas qu'il va se maintenir aussi bien, mais est-ce qu'il peut taper le milliard? Malheureusement, c'est possible. Je sais pas, moi je me demandais ce qu'il va pas faire, tu sais, comme Five Nights at Freddy's qui avait eu une baisse assez violente, il me semble, en deuxième semaine. Hein, oui, c'est possible. Ouais. On verra comment ça évolue. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, Ista. Donc voilà, c'est fini. On espère que vous avez aimé cet épisode, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute. C'est toujours sympa pour le référencement, ça nous aide beaucoup.
tout, et on est disponible un peu partout sur toutes les plateformes d'écoute possibles, donc Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, et j'en oublie plein. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, donc sur Twitter, X, donc Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. On est un peu partout, et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine, Ista. Exactement, à bientôt. Allez, ciao.